Et l'Algérie, la seule puissance régionale sans laquelle rien ne peut se faire. L'Algérie vient une fois de plus au secours de nos populations déplacées du nord malien. Ce pays ami a offert 45 tonnes de produits alimentaires, pharmaceutiques et divers autres articles. Le don a été réceptionné ce matin à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu cet après-midi le président algérien Abdelaziz Bouteflika ainsi que la délégation l'accompagnant, qualifiant le peuple algérien de courageux, précurseur et évolué. L'honorable Ayatollah Khamenei a rappelé les antécédents combatifs et révolutionnaires des Algériens contre les puissances colonialistes avant de déclarer le niveau des relations entre les gouvernements algériens et iraniens sont plus sincères que jamais et ces relations occupent actuellement une place exceptionnelle. Boualem Sansal vient d'un pays ennemi, l'Algérie, où une visite en Israël est considérée comme un acte de trahison. L'entretien avec le président Abdelaziz Bouteflika a porté sur les voies et moyens de développer la coopération stratégique entre l'Algérie et la Chine, notamment dans cette conjoncture marquée par des changements profonds dans la région et de par le monde. Nous avons convenu de fournir un effort commun en vue de renforcer cette coopération dans les différents domaines au service des deux peuples et pays. Tariq Ramadan, est-ce que vous comprenez pourquoi l'Algérie vient d'accepter d'accueillir plusieurs membres du clan Kadhafi sur son sol ? Je le comprends d'un point de vue émotif en Algérie. Vous savez, je reviens d'Abidjan et je vois sur Internet des gens qui réagissent. Il y a une conscience africaine qui pense qu'on a diabolisé Muammar Kadhafi et qui sont contre ce qui se fait aujourd'hui en Occident. Et donc, il y a cette idée de protéger, ou en tout cas de ne pas se positionner contre. L'Égypte, le Koweït et la Ligue arabe ont reconnu le CNT. Pourquoi Alger résiste toujours ? Mais ce ne sont pas les seuls. Il faut regarder dans le monde arabe, dans les pays africains, beaucoup résistent parce que ils y voient surtout une espèce de construction dont ils ne savent rien et qui est un tout petit peu artificielle. C'est pas le péril islamiste pour Alger qui justifie cette attitude ? Pas du tout. Attendez, s'ils voyaient le péril islamiste dans le Conseil national de transition, vous pensez que la France, puis 30 pays l'auraient reconnu ? Pas du tout. Et Alger serait bien mal renseigné de s'opposer à la reconnaissance parce qu'il verrait des islamistes là où la France ne le voit pas. Ce serait vraiment le monde à l'envers. Non, ce n'est pas du tout ça. La présence des Occidentaux aux côtés du CNT ? C'est l'idée d'un soutien, c'est la non-connaissance de qui sont, pour qui roulent ces gens-là. Ce sont des questions de politique légitime. Mais on a l'impression que pour l'Algérie, qui a une frontière commune avec la Libye, une longue frontière, ça risque d'être contre-productif puisqu'elle commence à s'attirer les foudres des djihadistes. Ça peut être contre-productif. Je pense que si l'Algérie fait ceci, c'est qu'elle sait qu'elle a les moyens de le faire, quelle que soit la tournure des événements. Je pense aussi qu'il y a une espèce de... Au milieu des années 50, une occasion unique se présente grâce au développement politique en Afrique du Nord. Le soulèvement du FLN, le mouvement clandestin algérien contre l'occupation française, prend de l'ampleur. En Algérie, la vie des Français devient insupportable. الجيريا صرفتي فيها الان يتعرضوا ولا بقلة ومش يدبروا يتفرقوا هاريسوس لهاتدوت لا تتبع صرفتي ليتعرض ولا دكاه تمامهم. Qui, à partir du moment où, en 1954 en tout cas, où a commencé la révolte algérienne, le soulèvement algérien, ont cru voir dès le début la main de l'Égypte et plus précisément du Abdel Nasser était derrière ce soulèvement et que donc il fallait trouver contre Abdel Nasser un ennemi commun et que cet ennemi commun c'était tout naturellement Israël. Shimon Peres persuade Ben Gourion que c'est une chance à saisir pour Israël. Ben Gourion l'envoie à Paris pour demander des avions et des chars. Je suis allé en France sans parler un mot de français, sans rien connaître de la France. Et quelques temps après, toute la France était de notre côté. Le premier contact est informel. Le conseiller économique du Premier ministre français, Georges El Ghozi,
est un juif né en Algérie. Pérez contacte El Ghazi et demande un rendez-vous. Nous sommes allés voir El Ghazi. Que puis-je vous dire? Je n'ai jamais vu une telle maison. Il était célibataire et collectionneur d'art. Il avait commencé jeune. Les murs étaient couverts des œuvres des plus grands peintres français. Chagall, Picasso. Il les avait achetés quand c'était encore des inconnus. Il y avait des toiles merveilleuses jusque dans les toilettes. Il nous a dit, avant toute chose, il faut avoir l'approbation de ma mère. Et l'incroyable s'est produit. Il est devenu Premier ministre. La nuit où il a été nommé Premier ministre, il m'a appelé à Tel Aviv et m'a dit « Shimon, je suis Premier ministre. Venez dîner. Et je tiendrai toutes les promesses que je vous ai faites. » Un homme comme Guy Mollet se trouvait tout naturellement le camarade de siège, de discours, d'hommes comme Shimon Peres. Et donc il y avait une sympathie humaine, idéologique, qui allait s'associer, s'additionner à une exigence militaire pour combattre, au moins freiner et éventuellement écraser Nasser. C'est une période houleuse dans l'histoire politique française. La crise algérienne s'aggrave. Cruel. Moi, je me souviens être allé avec Soustelle à une invasion du Constantinois par des commandos de cet échelon. Mais c'était qualifiant, vous voyez, une famille complète d'instituteurs qui étaient éventrés, la grand-mère le ventre ouvert, la tête des deux gosses dans le ventre de la grand-mère, à un point tel que Soustène n'osait pas regarder, il avait des vomissements tellement il trouvait ça monstrueux. Pour combattre le mouvement de résistance algérien, la France a besoin de sources de renseignements dans le monde arabe. Israël a besoin d'un fournisseur d'armes. Shimon Peres fait la liaison et Ben Gourion donne des instructions pour renforcer les liens entre les services de renseignement israéliens et français. La principale demande qui m'était faite par Shimon Peres et ses amis quand je les ai rencontrés secrètement la première fois à Paris, c'est si nous ne recevons pas 270 chars, notamment, nous ne pourrons pas résister à l'offensive de Nasser et nous allons être détruits. Si nous ne sommes pas aidés puissamment à pouvoir nous défendre, nous n'existerons plus. Autrement dit, nous allons redevenir des juifs errants. En septembre 1955, l'Égypte signe un contrat d'armement avec la Tchécoslovaquie. Les Égyptiens vont recevoir les armes les plus modernes fabriquées par l'Union soviétique. Israël prend peur, l'équilibre des forces entre l'Égypte et Israël est rompu. Un mois plus tard, en octobre 1955, Nasser ferme le détroit de Tiran à la navigation israélienne, tirant ainsi la première salve de la campagne du Sinaï. 6 mois plus tard, à la mi-juillet 1956, Nasser nationalise le canal de Suez qui appartient à la compagnie du canal de Suez contrôlée par la France et la Grande-Bretagne. Le lendemain, le ministre français de la Défense, Bourgès Monouri, convoque Peres à une réunion urgente à Paris avec l'état-major général français. Il m'a demandé combien de temps mettrait l'armée israélienne pour conquérir le Sinaï. J'ai répondu une quinzaine de jours. Les généraux ont échangé des regards signifiant qu'est-ce qu'il y comprend celui-là. Il a continué. Est-il dans votre intérêt de conquérir le Sinaï? J'ai dit nous avons d'autres soucis. Ils ont fermé le détroit de Tiran. Ben Gourion a dit que c'était un casus belli. Et vous devriez savoir que nous avons un plan. Secondo, les combattants palestiniens, les Fedaïm, comme on les appelait alors, nous créent des difficultés. Et tertio, l'Égypte a reçu des armes, et nous craignons pour notre sécurité. Et il a dit, alors nous avons matière à discuter. Et j'ai répondu, je le crois. La nationalisation du canal de Suez par Nasser donne à la France et à la Grande-Bretagne un prétexte pour attaquer l'Égypte.
Malgré l'opposition de la Grande-Bretagne, les Français associent Israël au projet. Les trois partenaires se réunissent pour préparer la campagne. La rencontre a lieu dans une maison privée à Sèvres, près de Paris. À Sèvres, quand tout a été terminé, j'ai dit à Ben Gourion, il y a encore un point qui n'est pas réglé, la question nucléaire. Avant de donner votre accord, laissez-moi m'en charger. Il a accepté. Je suis allé voir Guy Mollet et Pinault, le ministre des Affaires étrangères, et je leur ai dit, mes amis, cela ne fait pas partie des négociations. Nous prenons un risque énorme, mais voici ma requête. Et ils ont accepté. Vous avez demandé le réacteur? Pas seulement. J'ai demandé d'autres choses aussi, l'uranium et tout le reste. Je suis allé voir Ben Gourion et je lui ai dit c'est réglé. Voilà comment ça s'est passé. À partir du moment où c'est créé cet état d'esprit d'alliance à la fois militaire et psychologique avec Israël, la dimension nucléaire n'est qu'une dimension supplémentaire à partir du choix qui a été fait de cette convergence, cette alliance. Les Français ont accepté de fournir du matériel nucléaire à Israël qui participe à la campagne de Suez. Le 29 octobre 1956, 400 parachutistes israéliens sont largués sur le Sinaï occidental. בשעה 5 בערב צנח גדוד צנחנים בעורף האויב. זו הייתה הפעולה המוצלחת הראשונה של צה"ל. Des unités de blindés et d'infanterie pénètrent dans le Sinaï sur 3 axes. Moins d'une semaine plus tard, les forces israéliennes stationnent sur les rives du canal. Conformément au plan préétabli, Paris et Londres exigent qu'Israël et l'Égypte se retirent du canal. Israël accepte, l'Égypte refuse. Je me souviens de ces jours où Ben Gourion attendait que les Français et les Britanniques tiennent leurs promesses et attaquent l'armée de l'air égyptienne. Il tardait, et cela le rendait malade. Il avait effectivement de la fièvre. Il était étendu sur son lit, en pleine guerre, et pensait « J'ai fait une énorme faute en acceptant cette collusion ». 3 jours plus tard, les Français et les Britanniques interviennent. Les 5 et 6 novembre, des parachutistes et des fusiliers marins, français et britanniques, occupent les villes de Port Saïd et de Port Fouad. Les États-Unis menacent la Grande-Bretagne de sanctions. À Londres, une manifestation monstre a lieu contre l'invasion. Le 6 novembre, l'Union soviétique lance un ultimatum appelant les nations assaillantes à suspendre immédiatement toute action militaire. Nous avons reçu ce fameux télégramme du maréchal Boulganin qui nous disait n'oubliez pas, messieurs, que la Russie a des armes atomiques, elle aussi, que par conséquent, si vous n'arrêtez pas immédiatement cette opération de débarquement, il pourrait nous arriver de les utiliser contre vous. Ainsi, les États-Unis et l'Union soviétique forcent les Français et les Britanniques à se retirer. Les forces de l'ONU prennent la relève sur le canal de Suez. Oui, l'affaire de Suez est une grave défaite pour la France. Israël a eu le temps de prendre son gage, de marquer sa supériorité militaire, et Israël a obtenu au fond ce qu'il voulait, infliger une nazarde, une humiliation à Nasser, et montrer qu'elle avait une très forte structure militaire. Le chef du gouvernement soviétique, Nikolaï Boulganin, adresse un ultimatum séparé à Israël. Il écrit à Ben Gourion qu'Israël joue d'une façon criminellement irresponsable avec le destin de ses citoyens, d'une manière qui constitue une menace à l'existence même d'Israël en tant qu'État. À la fin de l'année 1957, les conseillers scientifiques et techniciens français arrivent en Israël. La construction du réacteur nucléaire commence. Ah ouais, c'est génial. T'as filmé? Ouais.